Voilà ce que Alors, je voulais dire. les amis, vous vous souvenez que dans cette conférence, pour ceux qui ont vu votre conférence le 15 octobre, ou dans le film monté On a fabriqué votre consentement, on avait 10 étapes qui étaient bien distinctes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer étape par étape pour aller plus en profondeur, puisque là, on a vraiment besoin d'aller chercher les raisons aujourd'hui de notre état de société. Comment ça se fait que maintenant, on ne peut plus questionner? Comment ça se fait qu'on assiste à des noyaux de famille qui explosent, avec des personnes d'un côté qui questionnent justement, qui remettent en perspective, et puis d'autres qui, on va dire, qui sont dans une peur terrible, sans finalement plus avoir la capacité de réfléchir. Il y a ce premier point que vous aviez évoqué, qui était la distraction. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on commence par la distraction? Oui, on peut commencer par la distraction. Les médias en permanence battent en touche les actualités qui sont dérangeantes pour le gouvernement et mettent en avant des écrans de fumée. Donc l'art de distraire le peuple, ça a toujours été un art que les gouvernements ont su utiliser. Si vous prenez Rome, on disait panem et circenses, du pain et du cirque. Finalement, quand on regarde l'histoire de la Rome antique, beaucoup de grands propriétaires fermiers avaient avalé les petits propriétaires qui étaient romains, donc ne pouvaient pas être mis en esclavage. Et ils ont fini par habiter Rome, puisqu'ils n'avaient pas vraiment d'autres solutions. Et comment on pouvait canaliser ce peuple qui avait des raisons d'être mécontent? Par les jeux de cirque, les gladiateurs, et puis on leur donnait le pain nécessaire. Voilà. Vous avez certaines régions, par exemple au Maroc, à Essaouira, on donne à la population la plus défavorisée le minimum vital pour qu'il n'y ait pas de révolte. Et donc les gouvernements ont toujours su jongler entre le minimum vital qui évite les grandes révoltes, révolutions, et puis effectivement savoir botter en touche pour que ceux qui ont ne se posent pas la question de ceux qui n'ont pas. C'est vrai que vous me parliez tout à l'heure de ce fameux 1%. On se dit comment ça se fait, par exemple, qu'aux États-Unis, on arrive à contrôler autant de personnes, et dans le monde d'ailleurs. Quelle est finalement la recette miracle pour contrôler les gens avec la distraction, quand on sait qu'il n'y a que 1% de personnes, enfin plus ou moins 1% de personnes, qui prennent ces décisions-là? Il y a déjà le style de vie. Les gens, quand ils rentrent du travail, ils sont fatigués. Ils ont envie de se distraire, d'autant plus qu'on n'a plus vraiment de sens dans le travail qu'on fait. Donc, voilà. Ensuite, je pense que les gens ont décidé de démissionner, c'est-à-dire ils s'en remettent au pouvoir en leur faisant confiance. Et on voit bien qu'il y a une grasse crise de confiance actuellement vis-à-vis du gouvernement. Ensuite, la télé a fait intrusion dans nos foyers, et donc la télé distrait, voilà. Et effectivement, le monde de la distraction avait été déjà, comment dirais-je, mis en avant dans les années 60. On s'était rendu compte que la société de loisirs, comment dirais-je, abêtissait, on peut le dire, l'esprit critique et amenait les gens à plus chercher un hédonisme que ce que les Allemands appellent un Gemeinschaftsgefühl, c'est-à-dire un sens communautaire. Vous avez parlé dans votre conférence aussi, on entend souvent le nom d'Edouard Bernays, qui bon, a amené on va dire, démocratiser enfin surtout donner accès aux femmes la cigarette. Alors c'est vrai que je sais que vous êtes nombreux les amis à connaître le CV d'Edouard Bernays, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, on va dire ces grandes lignes, est-ce que vous pourriez nous faire un rappel par rapport à ça? Parce que ça a énormément changé la façon de consommer aussi aux États-Unis et tout l'apport des médias. Oui, donc Edouard Bernays est le neveu de Freud. Il a émigré aux États-Unis et il a commencé sa carrière dans la publicité. La publicité, c'est l'art d'orienter le désir des gens. On peut dire que la publicité, c'est aussi un art de neutraliser l'intelligence des gens pendant quelques instants pour qu'ils puissent acheter quelque chose qu'ils regretteront après d'avoir acheté. Edouard Bernays, dans son livre principal, Propaganda, définit ce qu'il appelle l'orientation de l'opinion publique, qu'on a appelé par la suite la fabrique du consentement. C'est Noam Chomsky qui a utilisé cette expression de la façon suivante. La manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes à ranger des masses
et important dans la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. Voilà, tout est dit, les amis. Voilà, voilà. Donc, il fallait un gouvernement invisible, et là, il est devenu visible, ce qui fait que l'ingénierie sociale est mise en difficulté, pardon. Et dans un autre ouvrage qui s'appelle L'ingénierie du consentement, écrit en 1955, il dit « Ceux qui comprennent la logique et le comportement d'un petit groupe peuvent manipuler les masses à leur insu et à leur goût. » Voilà, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, si vous comprenez comment fonctionne un petit groupe. Alors, le coup d'éclat d'Édouard Bernays, ça a été d'amener les femmes qui ne fumaient pas à l'époque. Fumer n'était pas accepté par la société. Fumer, c'était souvent associé à une femme de mauvaise vie. Donc, il a organisé une retraite au Lampion de femmes qu'il appelait les Brigades de la Liberté, qui revendiquaient, c'était l'époque des suffragettes, d'avoir des droits comme les hommes, et fumer était associé à la liberté. Ensuite, il a organisé dans les magazines des photos ou comme on disait à l'époque, des pin-up fumés. Les vedettes d'Hollywood se sont mis également à fumer, notamment Marlène Dietrich, qui fumait avec un fume-cigarette. Et progressivement, fumer, c'était un signe d'émancipation pour la femme. Et effectivement, les sociétés de tabagie ont vu leur vente multipliée par 3. Voilà, Marlboro, etc. Il a aussi un rôle pour l'entrée en guerre des États-Unis, il me semble. Oui, tout à fait. Il a réussi à changer l'opinion des gens et amener les États-Unis à rentrer dans la Première Guerre mondiale. Il a également manipulé l'histoire, puisque le petit déjeuner à l'américaine avec du bacon, etc., ça n'existait pas avant les années 20. On mangeait un peu à la française avec du pain, etc. Donc, il a réussi aussi à manipuler l'histoire. Et donc, le petit déjeuner à l'américaine, le déjeuner anglo-saxon, est devenu vraiment une identité culturelle. Et puis surtout, après, il a travaillé avec la CIA et le FBI pour déstabiliser certains pays, notamment les pays d'Amérique du Sud, et il a fait tomber des présidents pour installer à la place des dictatures. Voilà à peu près le CV d'Édouard Bernays, qui est passé de la publicité en passant par l'art de manipuler les opinions. Et il a très bien compris qu'il fallait maîtriser les médias. Et donc, il ne faut pas oublier que Goebbels, qui était responsable de la propagande Staffel, a été un passionné d'Édouard Bernays. Et même Obama a été quelqu'un qui s'est extraordinairement inspiré d'Édouard Bernays. Mais il faut dire que Édouard Bernays lui-même a été inspiré par Gabriel Tardet, qui le premier, avec Gustave Le Bon, s'est intéressé à la psychologie de foule. Et donc pour Gabriel Tardet, quand on est dans une foule, on imite les autres, et on perd en quelque sorte son libre arbitre. Il disait que l'imitation est un processus fondamental de la réalité sociale, et c'est ce qui permet de transformer l'individuel en collectif. Et Gustave Le Bon, lui, va s'intéresser aussi à la psychologie de foule, et il va se rendre compte que finalement, dans une foule, on est dans un état de suggestion hypnotique. Il parle même d'une sorte de personnalité collective. Et donc, c'est ce qui a inspiré Bernays, qui a prolongé les travaux de Gabriel Tardet et Gustave Le Bon pour en faire les bases de l'ingénierie sociale. Alors, le mot est fort, vous voyez, ingénierie sociale. Ah oui. Ingénieur, on mesure, on quantifie, et social, ça veut dire qu'on peut vraiment quantifier les mouvements sociaux, les opinions. Alors, ça a été renforcé grâce aux réseaux sociaux. On peut même se demander si les réseaux sociaux n'ont pas été créés et disons, stimulés par l'ingénierie sociale, de façon à pouvoir, avec des ordinateurs, des psychologues, avoir accès en temps réel aux opinions des gens et de changer les discours de façon à pouvoir amener les gens dans la direction que le gouvernement souhaite.